Octobre, c'est le mois où tout a ralenti. Pas violemment, pas dans le genre effondrement spectaculaire qu'on poste sur les réseaux avec un fond de piano triste. Non. Un arrêt silencieux, comme si quelqu'un avait baissé le volume de ma vie sans prévenir. Les jours se sont mis à s'étirer, épais, identiques, et la lumière, ce qu'il en reste, n'entrait plus nulle part. Il faisait sombre, même à midi. J'ai allumé la lampe, le café a refroidi, et j'ai regardé mon écran sans rien ressentir. Pas de blocage, pas d'inspiration non plus. Juste rien. Au début, j'ai cru à une fatigue passagère, un de ces moments où le cerveau sature, où l'on s'éparpille dans trop de projets. Sauf que cette fois, ça ne passait pas. Mon corps refusait d'obéir. Mon esprit s'est mis à flotter au-dessus de moi, incapable de se poser sur quoi que ce soit. Je voulais travailler, vraiment. Je voulais écrire, monter, créer. Et à chaque fois que je commençais, quelque chose en moi tirait le frein à main. Comme si le moteur interne avait décidé que je n'avais plus le droit d'avancer tant que je n'avais pas compris pourquoi je courais. Et je suis pas tombée en panne d'idées, j'ai juste cessé d'avoir envie de les servir. Et cette nuance, elle change tout. Parce qu'on peut toujours forcer la machine, poster un truc, publier par réflexe, prétendre qu'on avance. Mais à quoi bon si on ne sait plus ce qu'on cherche à prouver? Octobre m'a obligée à m'arrêter. Pas parce que j'étais faible, mais parce que je m'étais perdue dans la logique du toujours plus. Plus de projets, plus d'énergie, plus de présence, plus de preuves. Comme si exister ne suffisait pas si je criais pas assez fort. Et soudain, tout s'est tu. J'ai regardé mes dossiers ouverts, mes brouillons, mes deadlines et je me suis rendu compte que j'essayais de cocher ma propre existence sur un tableau de bord imaginaire. Alors j'ai fermé tout ça. Pas par dépit, par instinct. Parce que j'avais besoin d'espace, de silence, pas celui du vide, celui qui t'oblige à écouter ce que tu as fui. Octobre m'a arrêté net, et au fond, je crois que c'était le seul moyen de m'obliger à me retrouver. Pour over the facts, stir in some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. J'ai longtemps cru que le chaos, c'était du mouvement. Que tant qu'on bougeait autour de moi, les mails, les projets, les deadlines, les idées, c'est que j'étais encore vivante. En octobre, on m'a prouvé le contraire. Ce mois-là, tout s'est arrêté sans faire de bruit. Pas de crise, pas de drame, juste un silence qui s'est glissé entre moi et le monde. Et dans cette crise, dans ce silence, j'ai commencé à voir à quel point j'étais épuisée. Pas fatiguée, épuisée. Les journées se sont mises à se répéter, même décor, les deux fenêtres sur cours, le néon allumé dès le matin, le mug toujours à moitié plein. J'avais l'impression de vivre dans une boucle où rien n'évoluait, sauf le niveau de caféine dans mon sang. Il n'y avait plus de matin, plus de soir, juste un continuum gris, ponctué de je devrais et de pas maintenant. Mon corps était éveillé, mon esprit ailleurs. Je flottais entre deux états, trop consciente pour me reposer et trop vidée pour produire. On parle souvent de la motivation comme d'un muscle. Ce mois-là, le mien s'est déchiré sans prévenir. Je me levais, j'ouvrais mon ordi, je regardais l'écran et plus rien ne venait. Ce n'était pas du désintérêt, pas non plus du désamour. J'avais envie de créer. Mais comme un oiseau aurait envie de voler en plein orage, sans la moindre chance d'y arriver. Alors j'ai commencé à me poser les mauvaises questions. Celles qu'on formule quand on ne supporte plus de ne pas comprendre. Pourquoi j'y arrive plus? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Et à force d'y penser, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas moi le problème. C'était le système dans lequel j'essayais de fonctionner. On vit dans une époque où l'arrêt est suspect. Si tu ne publies pas, tu disparais. Si tu ne crées pas, on t'oublie. Si tu te tais, on suppose que tu n'as plus rien à dire. Et à force d'exister dans cette logique de rendement, tu perds le sens du geste. Tu continues par automatisme, tu produis pour survivre. Tu le fais pour pas t'effacer. Et puis un jour, ton esprit dit non. Pas fort, pas violemment, juste non. C'est ce qui m'est arrivé. Mon cerveau a tiré le frein d'urgence et j'ai eu beau lui hurler dessus, il n'a pas bougé. J'ai voulu forcer, rattraper le retard, sortir un épisode, poster un texte. Chaque fois, c'était comme marcher dans la boue. Chaque pas me tirait un peu plus vers le fond et je sentais que si je continuais à lutter, j'allais finir par haïr ce que j'aime. Alors j'ai arrêté. Pas avec grandeur, pas avec un plan, j'ai juste cessé. J'ai laissé les idées dormir, j'ai laissé la culpabilité m'envahir. Parce qu'elle vient toujours là, celle-là. Le monde ne te pardonne pas facilement de te reposer. On te répète, tu as besoin d'une pause. Mais la seconde où tu la prends, on t'appelle absente. Les gens imaginent qu'un créateur choisit quand il crée. C'est faux. Parfois, c'est la création qui décide de se taire. Elle s'enferme quelque part dans ta poitrine, attend que tu cesses de la brutaliser, puis revient quand tu as enfin arrêté de la mendier. En octobre, j'ai compris que c'était
ce que c'était que le vrai silence. Pas celui qu'on s'impose, celui qui te prend par surprise et t'oblige à regarder ton reflet sans filtre. Et ce que j'ai vu n'avait rien d'héroïque. J'étais fatiguée, désalignée, en pleine peur. La peur de ne plus servir à rien, la peur d'avoir déjà tout dit, la peur d'être devenue le produit de ma propre exigence. J'ai mis du temps à l'admettre, mais je n'étais pas bloquée, j'étais saturée. Mon esprit ne voulait plus produire des choses qu'il ne ressentait plus. Il voulait du silence, du vrai. Pas pour se reposer, mais pour retrouver une raison de parler. Le plus difficile, c'est d'accepter que cette immobilité n'est pas un échec. Dans un monde qui glorifie la vitesse, s'arrêter, c'est presque une hérésie. Pourtant, c'est là, dans cette lenteur forcée, que j'ai recommencé à me percevoir. J'ai découvert que la création, sans conscience, devient juste une autre forme d'aliénation. Alors j'ai arrêté de tenir le rythme, j'ai laissé le monde tourner autour de moi, j'ai observé ce que ça faisait. Et tu sais quoi, il s'est rien passé. Rien de dramatique, rien d'irréversible. Le monde n'a pas explosé parce que j'ai rien sorti, il a continué. Et dans cet espace laissé libre, j'ai retrouvé une sensation étrange. La paix. Ce premier silence, c'est celui qui m'a ramené ici. Pas guéri, pas transformé, simplement lucide. Octobre m'a arrêté net et dans ce vide, j'ai enfin compris que ce n'était pas la fin du mouvement, c'était juste le début de ma respiration. Il y a un moment où le corps prend la décision que la tête refuse d'assumer. Ce n'est pas spectaculaire, il n'y a pas de cris, pas de larmes dramatiques, juste une lente érosion de tout ce qui tenait debout. C'est comme si ton système interne décidait sans t'en informer que tu n'étais plus fiable, qu'il allait devoir gérer ta survie à ta place. Alors il coupe le courant, et toi tu restes là à regarder les lumières s'éteindre une à une sans comprendre comment t'en es arrivé là. Octobre, c'était ça. Un bug général, une maintenance forcée. J'avais beau faire semblant de fonctionner, mon cerveau tournait au ralenti, incapable de se connecter à quoi que ce soit. J'étais comme une page web qui refuse de charger, avec ce petit cercle de chargement qui tourne sans fin. Et chaque fois que j'essayais de relancer la machine, je me fatiguais un peu plus. Le plus frustrant, c'est que de l'extérieur, tout semblait normal. Tu réponds encore à quelques messages, tu souris, tu dis ça va, parce que tu ne veux pas passer pour celle qui dramatise. Tu continues à livrer le minimum vital, mais tout le reste s'écroule. Le ménage, les repas, les idées, la concentration, même la lumière du jour n'a plus d'effet sur toi parce que tu vis dans un lieu qui ne distingue plus vraiment le matin du soir. Et peu à peu, la frontière entre vivre et tenir s'efface. J'ai mis du temps à comprendre ce que je vivais, que ce n'était pas une panne d'inspiration. C'était un dérèglement complet de mes cycles internes. Sommeil, attention, émotion, tout partait dans tous les sens. Le manque de lumière amplifiait le reste. Bien sûr, mais la vérité, c'est que la panne venait de plus profond. Ce n'était pas la météo, c'était le mode de vie. On croit souvent qu'on peut tout compenser, qu'un café fort, une to-do list bien ficelée, un fond musical lofi peuvent rattraper des mois de stress accumulés, que la discipline suffira, que la volonté fera le reste. Mais la biologie, elle, s'en fout royalement de ta volonté. Ton cerveau, lui, veut juste que tu arrêtes de le cramer. Alors il se met en veille, il te prive de motivation, d'énergie, de clarté. Il te retire ta dopamine, le carburant qui t'aide à créer, à t'enthousiasmer, à rêver. Il te laisse flotter dans une sorte de neutralité fade, pas douloureuse, juste vide. Et ce vide-là est insupportable, parce qu'il ne ressemble pas à une souffrance, il ressemble à un effacement. Je ne ressentais plus rien, ni joie, ni tristesse, ni même frustration. Juste un grand silence à l'intérieur. Et c'est ce silence-là qui m'a fait peur. Parce qu'il ne crie pas, il t'endort, il te fait croire que c'est normal de ne plus rien vouloir, que la tièdeur, c'est la paix. C'est un piège. Le cerveau, quand il manque de lumière, de repos ou de sens, te fait croire qu'il te protège. En réalité, il t'éteint à petit feu. Il te met dans un état où tu ne cherches plus à changer quoi que ce soit. Parce que toute tentative d'action devient une montagne. Et que ce que tu veux éviter, ce n'est pas l'échec, c'est l'effort lui-même. Alors tu t'enfermes dans une routine molle, anesthésiante. Tu te lèves, tu manges à moitié, tu fais semblant d'avancer. Tu scrolles, tu regardes les autres produire. Et plus tu les regardes, plus tu te sens minuscule. Pas par jalousie, non, par désynchronisation. Eux avancent et toi, tu as l'impression d'être coincé dans une version ralentie de ta réalité. Et quand tu essaies de la secouer, de te remotiver, c'est pire. Parce que tu fais du bruit sur un système qui te hurle de te taire. On ne t'apprend pas à écouter la fatigue, on t'apprend à la contourner, à la travestir en productivité, à faire des pauses pour revenir plus fort. Jamais, jamais pour simplement ne rien faire. C'est ça le dérèglement moderne. On ne sait plus exister sans prouver qu'on sert à quelque chose. Et quand tu essayes de justifier ton immobilité, tu es encore plus dans le piège. En octobre, j'ai cessé de négocier avec mon cerveau. J'ai arrêté de lui demander d'être performant. J'ai cessé de lui crier dessus à coups de listes et de rappels. Je me suis dit, OK, on s'arrête.
Pas pour me punir, mais pour me recharger, juste parce que j'en avais marre de lutter contre la gravité. Et dans cet arrêt forcé, j'ai vu quelque chose d'étrange. Ma vie en mode écho. Chaque chose que j'avais construite, chaque projet, chaque ambition, tout sonnait creux, tant que je ne pouvais pas les ressentir. J'étais devenue spectatrice de ma propre existence. Et ça, c'est plus effrayant que la fatigue. Parce que tu n'es pas morte, mais tu ne vis plus vraiment non plus. Le dérèglement, c'est ça, ce moment où tout semble encore fonctionner, mais plus rien n'a d'âme. Il n'y a qu'une seule manière de s'en sortir. Arrêter de prétendre que tout va bien. Arrêter que ton... Accepter que ton cerveau, ton corps, ton système nerveux ont déclaré la grève générale. Et leur donner raison pour une fois. C'est ce que j'ai fait. J'ai cessé de chercher la cause précise, la solution miracle. J'ai accepté que c'était global, que c'était systémique. Et bizarrement, c'est à ce moment-là que le bruit a commencé à baisser. Je n'étais plus dans la survie, juste dans l'attente. Et dans cette attente, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai recommencé à sentir. Pas beaucoup, pas tout le temps, mais assez pour comprendre que j'étais encore là. 7 a.m. Sky still here, rain still due. The apocalypse didn't RSVP, but it left a voicemail. I spread butter like it's a coping mechanism. I count the birds, all three. One looks like he knows things. I'm too informed to be surprised, too tired to be outraged, too caffeinated to sleep, too awake to dream. I scroll past fires like they're memes. Gaza, forest, billionaires in space. I react with a toast emoji. I call that balance. This is my end of days routine. Filter coffee, filtered news. The planet's burdened with bad Wi-Fi, and I'm just refilling my spoon. No breakdowns before breakfast. No hope without sarcasm. Apocalypse with a side of toast and emotional detachment for dessert. My therapist said I need grounding, so I touch grass. It's dead, my fault probably. I dreamt once that everything was fine. I woke up, my screen told me otherwise. Thanks, screen. I'm not numb, I'm just calibrated. I adjusted the volume on reality, and now it's background music to my mediocre lunch. This is my end of days routine. Hope postponed, truth delayed. Laugh tracks over chaos, guilt microwaved. No hero arc, no grand escape. Just me, a fork in yesterday's shame. Apocalypse with a side of toast, and still I stay. Il y a des silences qui n'ont rien de paisible, des silences lourds, denses, comme une pièce pleine d'air saturé où chaque pensée rebondit sur les murs. Octobre a été ce genre de silence, un mois où tout ce que j'avais soigneusement évité de penser m'est revenu en pleine figure. Quand tu ne crées plus, quand tu n'as plus cette soupape de transformation, les questions reviennent brutes et elles ne demandent pas la permission d'exister. La première a été la plus simple, la plus banale et pourtant la plus violente. Est-ce que je sers encore à quelque chose? Elle ne venait pas de l'ego, ni de la vanité, juste de ce besoin primaire de me sentir utile. Je passais mes journées à exister sans direction, à m'agiter pour rien. Je voyais les autres avancer, publier, collaborer, raconter des choses, et moi j'étais coincée dans un mutisme intérieur. À force de mesurer sa valeur en production, on finit par croire que le silence équivaut à l'inutilité. Et c'est terrifiant, parce que c'est pas vrai, mais ton cerveau, lui, y croit. Et ensuite, il y a eu celle-là. Et si j'avais déjà tout donné? C'est une question sournoise. Elle se glisse dans tes interstices de la fatigue. Tu te dis que tu as peut-être atteint un plafond, que tout ce que tu avais déjà dit était dit, que tu regardes tes projets, tes textes, tes musiques et tu te demandes s'ils étaient des éclats passagers d'une version de toi qui n'existe plus.
Ce n'est qu'une pensée toxique, mais d'une lucidité crue. Et si je n'avais plus rien d'intéressant à offrir? Et si je n'avais jamais eu rien d'intéressant à offrir en premier lieu? Pas parce que je manque de talent, mais parce que j'ai cessé de croire que ça valait la peine. Et puis vient la troisième, celle que j'ai longtemps refusé de formuler. Est-ce que je crée encore pour le plaisir ou juste pour prouver que j'existe? Celle-là, elle brûle, parce qu'elle révèle une vérité que tout créateur finit par croire un jour. À force de transformer ta passion en travail, tu finis par confondre la reconnaissance avec la respiration. Tu ne fais plus pour exprimer, tu le fais pour être vu. Et quand plus personne ne regarde, tu suffoques. Le pire, c'est que tu sais que c'est un piège, mais tu as peur de ce qu'il reste si tu retiens le besoin d'être validé. Et il y a encore cette question, la plus sourde de toutes. Est-ce que je ne suis pas devenue un concept au lieu d'une personne? Quand on passe sa vie à se construire à travers des idées, des univers, des projets, il y a un moment où on se dilue. Tu deviens ton image, ta marque, ton style. Tu parles de toi à travers ce que tu produis, mais plus jamais à travers ce que tu ressens. C'est une forme subtile de disparition. On ne te demande pas comment tu vas, mais on te demande ce que tu prépares. Tu finis par ne plus savoir toi-même répondre à la première question. Je me suis retrouvée à observer ma propre présence numérique comme une coquille, vide. Tout était là. Les mots, les images, les plans, mais moi, j'étais ailleurs, absente de ma propre œuvre. Et c'est là que j'ai compris que mes créations n'étaient pas vides, c'est moi qui l'étais. Ces questions, je ne les ai pas posées à voix haute parce qu'elles sonnaient comme des aveux de faiblesse, parce que je craignais que les dire, c'était les rendre réels. Et pourtant, elle l'était déjà. Elle me rongeait en silence sous la surface de la productivité. Je crois qu'on vit dans une époque où poser les questions à voix haute, c'est presque indécent. On est censé aller bien, être inspiré, constant, professionnel. On a troqué la sincérité contre la cohérence visuelle. On parle d'authenticité, mais on ne tolère pas la vulnérabilité. Et moi, j'étais là, essayer de continuer à briller dans un système qui m'épuisait, alors que tout ce que je voulais, c'était qu'on m'autorise à m'éteindre un moment. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que ces questions ne sont pas des preuves de faiblesse, mais de lucidité. Elles ne détruisent rien, elles déterrent. Elles grattent les couches de vernis, les slogans de motivation, les ça va aller. Elles obligent à regarder le vrai visage de la création, celui qui doute, celui qui tremble et celui qui se cherche. Et la vérité, c'est qu'elles ne demandent pas forcément de réponse. Elle demande de l'écoute, pas forcément la tienne, pas celle des autres, celle du silence, encore lui, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut comprendre que quand tout s'arrête. Alors non, je n'ai pas trouvé de réponse à ces questions, mais je sais maintenant qu'elles ne sont pas là pour me juger, elles sont là pour me ramener à l'essentiel, à ce que je veux être, pas à ce qu'on attend de moi. Et ça, même si ça fait mal, c'est peut-être la plus belle des reconstructions. Petit ajout de dernière minute, le fait de se sentir seul, de ne pas être, écouté, regardé, de ne pas être, tout simplement soutenu par son entourage, c'est très douloureux. C'est un sentiment que je ne souhaite à personne en réalité, que ce soit les amis, les collègues, encore pire la famille. Quand on est seul, on ne se bat pas seulement contre ses rêves ou pour ses rêves, on se bat aussi pour sa survie. Il y a un moment précis où le silence change de texture. D'abord, il t'oppresse, il te griffe de l'intérieur. Tu voudrais qu'il s'arrête, qu'il te rende ta frénésie, ton bruit familier, ton illusion de contrôle. Et puis un jour, sans prévenir, ce même silence devient plus doux. Il cesse d'être une punition et commence à ressembler à une conversation. Pas avec le monde, pas avec les autres, avec toi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon arrêt n'était pas un effondrement, c'était une négociation. Une trêve entre ma tête, mon corps, entre ce que je projetais et ce que je ressentais réellement. J'ai commencé à observer mes journées autrement. Le matin ne servait plus à démarrer la productivité, mais à constater à quel point je pouvais rester immobile sans culpabiliser. J'ai arrêté de forcer, j'ai arrêté de reprendre le rythme, j'ai juste laissé le temps m'avaler. Et dans ce ralentissement, il y avait quelque chose de presque sacré, la conscience. Ce n'était pas un éveil mystique ni une illumination romantique. C'était une lucidité froide, tranchante. Tout ce que j'avais bâti jusqu'ici, mes projets, mes ambitions, mes créations, reposaient sur une tension constante. Je veux faire, je dois prouver, je dois avancer. Mais pourquoi? Pour qui? Quand tu retires la récompense, la validation, la performance, que reste-t-il? Si vous voulez l'histoire de comment ce déclin a commencé, en réalité, il a commencé au mois de juillet, un peu après le concert de Stray Kids, parce que j'ai beau me démener dans un travail où je m'investis vraiment, mon salaire ne me suffit pas à manger à partir du 10 du mois. Je paye mes factures, bien sûr, parce que c'est la priorité. Et puis après, je vis avec plus rien en réalité. Et ce sentiment de frustration, de toujours plus, de toujours faire, d'essayer, de s'améliorer, de créer, et de rien avoir en retour, aucune reconnaissance,
Aucune réussite, c'est pesant, ça fait mal. La vérité, c'est que je ne sais plus ce que je veux dire. Je ne savais plus ce que je voulais dire, ni pourquoi je voulais le dire. J'avais tellement cherché à rester cohérente, pertinente, brillante, que j'en avais perdu le contact avec la source. Ce basculement, il ne s'est pas fait d'un coup. C'est une suite de minuscules déclics. Des moments presque insignifiants. Un message que je n'ai pas répondu, une idée que je n'ai pas notée, une après-midi passée à ne rien produire, en jouant à League of Legends ou en retournant sur les Sims 3 et où pourtant je me suis sentie respirer pour la première fois depuis des mois. C'est là que j'ai compris que la créativité n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on permet. Et pour permettre, il faut de l'espace, de la lenteur, du vide. Le problème, c'est qu'on nous a appris à avoir peur du vide. On nous a conditionnés à croire que si rien ne se passe, c'est que quelque chose va mal. Alors on remplit. On remplit avec du bruit, des projets, des pensées, des écrans, des ambitions. On comble la moindre seconde de silence, de peur qu'elle nous fasse face. Mais le vide, ce n'est pas le danger. Le vide, c'est la chambre d'écho de la vérité. Quand tout s'est arrêté autour de moi, j'ai enfin entendu ce que mon esprit murmurait depuis des mois. Tu n'es pas perdu, tu es juste en train de revenir à toi. Et ce n'était pas une révélation dramatique, juste une évidence qui s'imposait sans émotion. Une certitude calme, presque neutre. Je ne pouvais plus continuer à créer dans la dissonance. Ce basculement a tout changé. Pas extérieurement, rien n'a bougé, rien n'a explosé, mais à l'intérieur, c'était une révolution silencieuse. J'ai arrêté de chercher à revenir, j'ai arrêté d'attendre le jour où je me sentirais prête. Je me suis dit que peut-être il n'y avait plus de retour, juste une transformation. Et cette idée m'a apaisée. Suffisamment pour que je me retrouve aujourd'hui derrière le micro. Je me force un peu, mais bon. Parce qu'elle retirait la pression du faire comme avant. Je ne voulais plus redevenir l'ancienne version de moi. Elle était brillante, oui, mais épuisée, constante, mais vide. Je voulais créer depuis un endroit plus ancré, plus sincère. Pas pour prouver que je tiens encore, mais parce que je me sens à nouveau vivante. C'est étrange de découvrir que la renaissance ne fait pas de bruit. On croit se reconstruire, c'est spectaculaire. Non. C'est juste ce moment discret où tu commences à te parler sans mépris, où tu réalises que le monde ne t'attendait pas. Et ce n'est pas grave. Où tu redécouvres la valeur d'un geste gratuit, écrire sans intention, rêver sans but, respirer sans chronomètre. Le basculement, c'est ça. Ce passage du faire pour mériter au faire pour exister. Et une fois que tu y as goûté, tu ne peux plus revenir en arrière. Parce que tu comprends enfin que la création, la vraie, ce n'est pas un acte de performance, mais de présence. Octobre ne m'a pas brisé, il m'a désinstallé. Et dans le processus, il a effacé tout ce qui n'était pas essentiel. Je ne suis pas revenue ce mois-là avec plus d'idées. Je suis revenue avec moins de mensonges. Et ça vaut toutes les renaissances spectaculaires du monde. C'est drôle quand c'est toi qui parles de trauma, c'est touchant. Quand c'est moi, c'est trop. T'inquiète, j'ai pris note. J'ai pas eu de pause déjeuner entre les cicatrices. J'ai grandi dans l'angle mort, pas dans une série Netflix. Pas de coming of age à la bougie. Juste un frigo vide et une mère qui fuit. Mon père m'a quitté à 9 mois, mais j'ai compris l'abandon avant de marcher droit. On m'a dit ça forge, ok. Ben forge-toi une famille dans le silence d'une porte qui claque. On m'a volé mon enfance et mon enfant, mais j'ai jamais eu le droit de dire c'était choquant. Trop dramatique, trop intense, trop vrai surtout et ça dérange les gens. T'es qui pour me dire que tout le monde souffre? T'as lu 3 posts Insta et tu joues le philosophe. Moi j'ai dormi dans la rue, le ventre noué, pendant que ton psy t'expliquait que t'avais mal à ton passé. J'ai pas eu le luxe de faire mon deuil, fallait aller bosser même quand je pleurais sur le seuil. Et ouais, je suis violente quand je parle, parce qu'on m'a jamais laissé parler doucement. C'est pas de la haine, c'est de la mémoire. C'est pas une chute, c'est de l'histoire. Je suis pas née forte, je suis née sans marge. Et je me suis construite avec les restes, pas sur une plage. Pas de la haine, c'est de la mémoire. C'est pas une chute, c'est de l'histoire. Je suis pas née forte, je suis née sans marge. Et je me suis construite avec les restes, pas sur une planche. Tu veux de l'inclusif, commence par écouter. Tu veux de la paix, laisse-moi exploser. Je porte pas de cap, je suis pas une battante. Je suis juste là, debout, parce qu'on m'a pas laissé d'alternative. On m'a dit, faut pardonner pour avancer. Je dis, faut que les autres arrêtent de
choisi d'être forte. J'ai choisi de pas mourir nuance. C'est maintenant que je parle, t'écoutes? Ou t'as encore peur qu'une femme en colère gâche ton ambiance? Je suis pas exceptionnelle, juste consciente. Et crois-moi, c'est déjà beaucoup trop. Guillaume. Il y a aussi un moment où tu cesses de chercher à aller mieux, et où tu commences simplement à exister autrement. Ce n'est pas un élan héroïque, ni une illumination soudaine, c'est juste une bascule tranquille, presque imperceptible, où tu réalises que tu n'as plus envie de courir après la version de toi qui tenait bon. Ce mois d'arrêt m'a forcé à tout recalculer, ma façon de travailler, de créer, de me définir. J'ai compris que j'avais passé beaucoup trop de temps à bâtir un équilibre qui reposait sur la performance. J'avais confondu la discipline avec la survie. Mon emploi du temps ressemblait à un champ de bataille bien ordonné. Chaque jour devait servir à quelque chose. Chaque silence devait se justifier. Chaque minute devait produire un résultat. Et dans ce décor parfaitement maîtrisé, je m'étais perdue. À force de prouver que j'étais capable de tout gérer, j'ai oublié de vérifier si ce que je gérais avait encore du sens. J'étais devenue efficace, mais absente. C'est là que le recalibrage a commencé, dans cette prise de conscience brutale que la rigueur ne vaut rien quand elle t'éloigne de ta propre respiration. J'ai arrêté de mesurer ma valeur à la quantité de choses accomplies. J'ai commencé à observer les moments improductifs comme des lieux d'ajustement. Les journées où je n'écrivais pas, devenaient des espaces où ma pensée reprenait forme, lentement. Je n'avais plus besoin de justifier le silence, je l'habitais. Et plus je l'habitais, plus j'y découvrais une forme de lucidité. Ce que j'avais pris pour de la paresse, c'était du tri. Mon esprit vidait les déchets accumulés, les attentes absurdes, les automatismes, tout ce qui avait fini par me réduire à une fonction. Créer, ce n'était pas produire du contenu, c'est retrouver une vibration juste. Le recalibrage, c'est exactement ça, un réalignement des fréquences. Retrouver la note juste entre ce que tu veux dire et ce que tu ressens. Quand tu t'éloignes trop, ça sonne faux. Et moi, je sonnais faux depuis longtemps. Ce n'était pas la perceptible de l'extérieur, mais je le sentais. Je me trahissais à petits pas, en continuant à livrer des choses que je n'avais plus envie de défendre. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus créer pour tenir le rythme. Je ne veux plus courir derrière la pertinence. Je ne veux redevenir sincère. Ça veut dire moins d'apparition, moins de pression, moins de contrôle, mais plus de vérité. Et je sais que cette vérité, elle ne plaît pas toujours. Elle est lente, maladroite, parfois muette. Mais elle est réelle. Et je crois que c'est ce qu'il me manquait le plus, le réel. Pas celui des chiffres ou des publications, celui du geste. Du mot qui vient parce qu'il veut tenir, pas parce qu'il doit venir. Le recalibrage, c'est aussi ça. Cesser de se battre contre la nature des choses. Accepter que tout n'a pas besoin d'être optimisé, que le chaos a parfois plus de vérité que les plans parfaits, que l'irrégularité n'est pas un défaut, mais une respiration. J'ai commencé à écouter ce rythme organique, celui qui dit que c'est le moment de parler quand il le faut, se taire. J'ai arrêté de forcer les sujets, les formats, les cadences. Si une idée vient, elle vient. Sinon, elle attendra. Parce que je ne veux plus que ma créativité soit une course. Je veux soit une conversation. Et dans cette conversation, il y aura des silences, des blancs, des jours où je ne dirai rien. Mais au moins, ce sera vrai. J'ai compris que le travail ne doit pas m'avaler, qu'il peut être intense sans être violent, que la rigueur peut coexister avec la douceur, et surtout qu'on peut réussir sans s'user. Je ne reviens pas guérie, je reviens configurée autrement, plus lente, plus exigeante, plus honnête. Je ne veux plus être celle qui prouve, je veux être celle qui ressent. Et peut-être que c'est ça, finalement, le vrai progrès. Ne plus chercher à faire mieux, mais à faire juste. Octobre m'a obligée à me reprogrammer, pas pour devenir performante, mais pour redevenir vivante. Si je dois être tout à fait honnête, je n'ai pas retrouvé la motivation. Ce mot ne veut plus rien dire pour moi. Je n'ai pas eu d'épiphanie, pas de moment déclic à la Hollywood. Juste un lent retour à la surface, à tâtons, comme quelqu'un qui remonte après être resté trop longtemps sous l'eau. Il n'y a pas eu de victoire, pas de renaissance flamboyante.
Il y a eu un corps, une tête, un cœur, enfin, enfin d'accord pour se reparler. Et c'est tout. Mais c'est déjà énorme. Octobre m'a appris qu'on ne guérit pas d'un trop-plein en rajoutant, qu'il n'y a rien à rattraper, rien à compenser. Ce mois-là m'a forcé à réévaluer la logique, même de ma manière d'exister. J'ai compris que je n'étais pas en train de perdre du temps, mais de récupérer tout ce qu'on m'avait volé. Ma lenteur, mon attention, ma présence. On ne se rend pas compte à quel point la vitesse déforme la perception. À force d'avancer, on oublie pourquoi on le fait. À force de produire, on finit par se dissoudre. Je croyais être en retard, en réalité, j'étais juste enfin à mon rythme. Je me suis rendu compte que le bruit ne me manquait pas, pas complètement. Ce que je prenais pour de la vie n'était que du vacarme. Les idées reviennent, oui, mais pas dans la frénésie d'avant. Elles arrivent par vagues, plus calmes, plus claires. Je ne les arrache plus, je les accueille. Je ne veux plus créer par peur du silence. Je vais créer à partir de lui. Parce que c'est là, dans ce vide initial, que tout peut recommencer à vibrer. Ce que j'ai compris, c'est qu'on ne revient jamais vraiment d'une période comme celle-là. On en ressort différemment, et c'est normal. Ce n'est pas une défaite, c'est une mue. Le genre de transformation qu'on ne planifie pas, qu'on ne partage pas forcément, celle qu'on ressent avant de pouvoir la raconter. Il y a des versions de soi qu'il faut laisser mourir pour permettre aux autres de respirer. Et ce n'est pas triste, c'est la condition même de la continuité. Je ne veux plus me battre contre ma propre inertie. Si mon corps s'arrête, c'est qu'il essaie de me dire quelque chose. Si mon cerveau se tait, c'est qu'il a besoin de silence pour trier le vrai du faux. Il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus de rattrapage, il n'y a pas d'angoisse à ne pas être productive. Il n'y a pas cette conviction désormais que la création n'est pas un acte de survie. C'est un acte de mémoire, un moyen de ne pas se perdre dans le flot. Alors non, je n'ai rien repris, je ne reprends rien, j'avance doucement, avec moins de certitude mais plus de justesse. J'ai perdu le goût de la performance et retrouvé celui de la sincérité. Et c'est étrange, parce qu'en ralentissant, tout paraît plus net. Je vois enfin la lumière, pas celle qui vient de dehors, celle qui vient de moi. Octobre ne m'a pas arrêté. Il m'a réinitialisé. Et si ça ressemble à une fin, c'est peut-être simplement le début d'un rythme que j'avais oublié, le mien. Tu viens d'écouter un épisode sans décor, sans vernis, sans script à rallonge, juste la vérité brute, celle d'une créatrice qui s'est arrêtée, qui a douté, qui doute encore, mais qui revient autrement. Si tu es encore là, c'est que toi aussi, tu refuses la superficialité. Alors garde ça. Ce n'est pas une simple reprise, c'est un nouveau cycle. Cappuccino et Croissant revient avec la même exigence, la même ironie, la même intensité, même si un peu différente, plus incarnée, plus consciente, et potentiellement pas une fois par semaine, mais peut-être 2 fois par mois, on verra. Dans tous les cas, si tu veux continuer à suivre cette évolution, à réfléchir, à rire, à comprendre ou juste à respirer avec moi, tu peux t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute pour ne rater aucun nouvel épisode et aucun silence nécessaire. Tu peux découvrir mes livres, mes textes, mes univers sur mon site et les plateformes habituelles. Chaque projet fait partie de ce même fil narratif, celui d'une humanité qui cherche encore à se comprendre. Tout comme ma musique, par ailleurs, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux où je n'y joue pas de rôle, je continue la conversation. Je vais essayer d'ailleurs d'y être un peu plus présente. Et si tu veux aller plus loin, écoute, voir ce que je ne dis pas en mots, il y a tout mon univers à explorer. Ce n'est pas une simple présence digitale, c'est une expérience complète. Voix, mots, sons, idées, un écosystème qui avance avec toi. Cappuccino et Croissant, ce n'est pas qu'un podcast, c'est un café mental où on vient secouer la tête, pas juste la mousse. Alors reste, bois ton cappuccino, laisse le monde tourner sans toi, le temps d'un épisode. Allez, salut! The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste still strong. We've sifted the hype from the headlines, left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite. Down to